Alors, bien c'est parti, on va partager l'écran. Hop. Hop là. Allez, zou. Les retardataires nous rejoindront. Écoutez, ravi de vous revoir. Comme l'évoquait Camille au départ, donc l'objet, c'est de régulièrement faire des temps avec vous en tant que dirigeant de club pour vous donner un certain nombre de dossiers qui sont en cours et vous faire des points de situation par rapport à ça et par rapport à l'actualité. Alors, bien heureusement, en tout cas ce jour, même si dans une heure, le président de la République va s'exprimer concernant la crise sanitaire, on n'aura pas de nouvelles par rapport à ça, puisque rien n'a changé à ce jour, juste quelques éléments de situation, en espérant que la situation ne se dégrade pas de manière importante et que surtout on puisse continuer. Donc, on est revenu à une situation, en tout cas sur le plan normal et organisationnel, quasi normale, je puis dire. Couper les micros des personnes. Il faudrait couper les micros. Ouais. Merci, je les coupe au fur et à mesure. Donc voilà, donc l'idée par rapport à tout ça, on fera un point de situation par rapport à la COQ et à la reprise des championnats. Il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées, peut-être que d'autres en ont besoin, de vous expliquer comment on a fonctionné, etc. Il y a eu des retours plus ou moins positifs ou négatifs sur des incompréhensions. Il y a des choses qui, effectivement, de général, mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des clubs ont repris de la Ligue du Centre, l'ensemble des équipes ont repris et qu'on propose, en fonction des alternatives qu'on a et des niveaux de jeu, etc., d'essayer de réintégrer tout le monde. C'est l'enjeu majeur d'aujourd'hui avec forcément la volonté d'être dans l'intérêt général. Donc forcément, les cas particuliers, ce n'est pas toujours possible de prendre en compte tout ça, même si on essaye au fur et à mesure. Sur les aides financières, on fera un point de situation par rapport à la reprise, par rapport aux aides que vous avez fixées, par rapport à la Ligue, la Fédération et les comités. Un tout petit point de situation par rapport au Pass Sport, parce qu'on va arriver en fin de campagne au 30 novembre, donc vous donnez quelques chiffres et vous donnez la dernière procédure si vous ne l'avez pas encore faite de validation. Et puis un point de situation sur l'attestation d'honorabilité, puisqu'on a laissé les clubs partir, repartir, s'organiser, même si de nombreux clubs ont déjà engagé ce dispositif-là. Vous allez voir qu'on est encore très loin de l'objectif qu'on s'est fixé, de pouvoir à la fois être sûr et contrôler que l'ensemble des acteurs du handball ne disposent pas de casier judiciaire vierge. Et donc, on a tout un travail à mener tout au long de l'année pour essayer de travailler là-dessus. Et forcément, vous êtes les premiers relais par rapport à ça, avec, je sais, des problématiques certes administratives et pas simples à gérer, autres que le quotidien. Vous rappelez, puisqu'on a beaucoup de remontées, alors je ne sais pas si c'est des épiphénomènes, etc., mais je sais que ce n'est pas simple à gérer. Je vous rappelle quand même que vous êtes l'organisateur d'un certain nombre d'événements et en particulier de matchs dans les gymnases et que vous avez la responsabilité et l'obligation de contrôler les passes sanitaires. Comme il est indiqué, pour vos licenciés, un contrôle unique est possible si la personne est vaccinée. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit précédemment, si la personne vous montre son schéma vaccinal, que vous le vaccinez, vous pouvez considérer que vous n'aurez plus besoin de la contrôler. Sinon, pour tous les autres cas, même s'il y en a, j'espère, de moins en moins, exemple des tests Covid, etc., en particulier pour les mineurs, puisqu'il est encore gratuit pour les mineurs à ce jour, le contrôle est donc systématique. Par contre, pour les joueurs adverses lors de rencontres sportives, vous devez assurément contrôler avant la rencontre l'ensemble des pratiquants qui vont jouer, l'ensemble des entraîneurs, etc. Et vous avez aussi l'obligation de contrôler l'ensemble du public par rapport à ça. Je vous rappelle que donc, le contrôle du pass sanitaire se fait à partir de 12 ans aujourd'hui, depuis le 30 septembre, qu'il y a un délai encore pour les personnes qui viennent d'avoir 12 ans de 2 mois supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 30 novembre pour avoir leur passe sanitaire. Voilà, il y a cette année d'âge transitoire qui faisait que les enfants qui venaient d'avoir 12 ans ne pouvaient pas se faire vacciner. Et donc, on leur a laissé un laps de 2 mois pour s'organiser par rapport à ça. Voilà. Ce contrôle doit se faire aussi dans les rencontres, mais doit normalement se faire aussi à chaque match, à chaque entraînement, puisque quand des jeunes rentrent, etc. Alors, je sais que ce n'est pas très, très simple, surtout sur les entraînements peut-être de baby, mignons, etc., où les parents restent dans les tribunes. Et donc, voilà. Mais on a cette obligation-là de gérer au maximum les flux, etc., en bonne intelligence. Pour peut-être que la question, avant que les gens la posent, effectivement, peut-être que des clubs ont rencontré, on a eu des remontées, comme quoi certains clubs n'avaient pas contrôlé avant la rencontre le pass sanitaire, à minima des pratiquants, puisque c'est vraiment eux qui vont jouer sans masque, être dans la rupture de la distanciation sociale, avoir un maximum de contact. Là, il faut essayer de trouver un peu de bienveillance, essayer de voir si c'est possible qu'à un moment donné, le président du club ou le dirigeant ou le responsable de salle qui est responsable ce soir-là fasse le contrôle à minima des pratiquants qui sont par rapport à ça.
Vous pouvez bien sûr le notifier sur la feuille de match à la fin en disant non, passez un. Et en cas de suspicion, vous ne souhaitez pas, pour des questions de sécurité, jouer, la COC prendra les décisions, si vous n'avez pas joué le match, de voir comment ça s'organisera pour pouvoir reporter ou pas, etc. Mais l'idée, c'est de trouver une solution intermédiaire et pas de rentrer chez soi sans pouvoir jouer alors qu'on est juste sur un contrôle. Peut-être que vous pouvez proposer à l'équipe adverse de dire moi j'ai l'application, je veux bien assurer le contrôle de tout le monde aujourd'hui, même si ce n'est pas mon rôle puisque je ne suis pas l'organisateur, mais si vous n'avez pas l'appli, etc., ça permettra de mettre tout le monde en sécurité par rapport à ça et peut-être de détendre un peu l'atmosphère par rapport à tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'organiser les choses pour que ça puisse fonctionner en espérant que le club local le fasse dans les meilleures conditions par rapport à ça. On sait que sur les seniors, il y a une certaine régularité. On sait que chez les jeunes, c'est plus complexe, surtout sur les catégories intermédiaires moins de 13, où il n'y a pas forcément quelqu'un dans les présents, etc. Il faut une personne en plus, il est en train de gérer son équipe, etc. Et il faut essayer de trouver une solution en monnaie intermédiaire pour pouvoir résoudre ça de la meilleure des manières. Voilà. Il serait dommage que le handball soit affiché comme étant une pratique qui ne fait pas le contrôle du pass sanitaire ou que certains clubs soient stigmatisés en ne le faisant pas pour X raisons. Moi, je te dis franchement, pour les babies, j'ai fait comme un agenda avec le nom des parents, comme régulièrement c'est les mêmes, à part ceux que je vois une fois de temps en temps, mais sinon, j'ai contrôlé le pass sanitaire dès le départ et j'ai le nom des personnes, comme ça. Je ne vais pas leur faire à chaque fois. Ok. Donc, concernant la reprise sportive, donc on vous l'avait présenté, on l'a organisée on va dire en 3 phases, ou en tout cas, il y a 2 phases, et on arrive au début de la 2e phase, puisqu'on va débuter les championnats à partir de cette semaine. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des phases de délayage au départ pour réintégrer un maximum d'équipes, pour faire démarrer toutes les équipes qui avaient envie de démarrer le plus tôt possible, parce qu'on a été quand même, pour les championnats jeunes, à démarrer en même temps que les équipes en national. C'est une belle prouesse, je trouve, à la fois pour vous, de vous être organisés pour que vos jeunes du U13 au U18 en niveau 1 puissent commencer dès le 11 septembre. Et puis, progressivement, à partir du 25-26 ou du 2-3 octobre, toutes les équipes ont repris, quelles que soient les catégories d'âge et quels que soient les niveaux de jeu. Là, on arrive à la phase des championnats aujourd'hui avec différents niveaux et différentes organisations. On a été obligé de s'adapter aussi au nombre d'équipes qui arrivaient du niveau 2, puisque ça, c'était un vrai point d'interrogation. Donc, on avait fixé des choses au départ en termes d'organisation un peu sur le niveau 1. On est obligé un peu de s'adapter à certains moments au regard du nombre d'équipes pour pouvoir faire jouer tout le monde et essayer, dans la mesure des cas, d'essayer d'adapter les choses. Mais vous allez voir que ce n'est pas simple, que peut-être qu'on aura des adaptations à faire parce qu'on a des remontées, mais que quand on a peu d'équipes, il est compliqué de à la fois faire jouer les joueurs et les joueuses et en même temps de peu les déplacer. Vous verrez bien. Et puis ensuite, on est en train de réfléchir à une phase finale pour la saison prochaine, puisque la saison va à peu près finir au 29-30 mai de mémoire, comme ça. Il y a le week-end de la Pentecôte derrière, donc on cherche à réfléchir à une phase de qualif ou pas de la saison prochaine, ou une phase, comme on l'a un peu vécu, alors on l'a fait de manière amicale l'année dernière chez les jeunes dans le cadre du temps de la reprise, mais l'idée c'est de proposer des activités, des matchs et des rencontres tout au long du mois de juin pour poursuivre l'activité handball le temps de la chose. Vous dire aussi que… Oui, pardon. Il y a une question excuse-moi, Jérémy, tu parles du week-end de la Pentecôte, est-ce qu'on va avoir les intercoms ou pas cette année? On ne sait pas, nous sommes en cours de candidature, ce n'est pas automatique aujourd'hui. D'accord. Ce n'est pas encore fait. On n'a pas de décision de la fédération parce qu'elle a remis au goût du jour, a remis la candidature au nom de toutes les ligues. Et donc, on doit déposer un dossier à partir d'un cahier des charges qui fixe pour les 4 prochaines années. Parce que la compétition a complètement changé en amont de cette finalité. Oui, d'accord. Okay. Mais c'est pour savoir pour les réservations de gymnase. Oui, tout à fait. Voilà. Il y avait une autre question, non? Donc, vous faire un petit point de situation par rapport, alors ça c'est le niveau 2, mais sur les championnats adultes masculins-féminins. Donc, on a réussi à repartir, même si on avait beaucoup d'interrogations. On a réussi à organiser les choses sur le plan masculin avec un départ entre le 25-26 et le 2-3 octobre, avec une phase régulière qui ira jusqu'au mois d'avril, aux vacances d'avril, donc jusqu'au 2-3 avril de mémoire, le dernier week-end de compétition. Et ensuite, on organisera sur les 4 dernières dates de championnat qui ont lieu au mois de mai, des phases un peu interdépartementales entre les différentes équipes des départements par rapport à ça, pour à la fois poursuivre et proposer des activités et proposer des dates par rapport à ça. Puisqu'on s'est rendu compte cette année que les seniors masculins ont des poules qui sont inférieures à d'habitude. On est souvent sur des poules de 6, 8, mais on n'a jamais réussi quasiment à faire des poules de 10, ou dans très peu de cas. Et donc, on a trouvé une formule intermédiaire pour permettre de ça. Rappelez juste que ça sera à la suite de la phase régulière que les équipes qui souhaiteront pourront monter. C'est-à-dire que les phases interdépartementales ne permettront pas l'accès à la montée. On ne sera pas sur un championnat.
On sera sur une coupe différente, mais l'idée, c'est que c'est après la phase régulière que les champions des 4 poules, qui sont 4 ou 5 poules qui sont organisées aujourd'hui, pourront monter à l'échelon supérieur en honneur régional. Voilà. Sur les féminines, on est dans la même organisation avec beaucoup moins d'équipes. On est quasiment à 31 équipes de mémoire. Une poule de 8, une poule de 7, ça fait 15 et 12, 27. Enfin, c'est ça, on est moins de 30 équipes aujourd'hui. Ça n'a pas été simple en termes d'organisation, mais on a réussi à démarrer. On va réussir à aller jusqu'au mois d'avril en termes d'organisation. Et puis, on proposera après des phases interdépartementales entre les différentes équipes par rapport à ça. Voilà, donc après, il y a une réflexion autour de ces championnats-là aujourd'hui, parce que pour information, on était plus de 40-45 équipes il y a 2-3 ans sur les championnats filles, et qu'aujourd'hui, on se retrouve à 27 ou 29 équipes sur tout un territoire. Donc, ça fait des poules qui deviennent de plus en plus grandes, qui deviennent interdépartementales, voire réellement régionales, et que forcément, c'est un peu complexe pour faire jouer ces niveaux-là avec des distances qui deviennent importantes, parce qu'il y a une poule, par exemple, qui fait 18, 36, 41 aujourd'hui, donc qui va de Blois à quasiment Argenton, La Châtre, etc. Ce n'est pas simple en termes de déplacement. Sur les championnats jeunes niveau 1, donc comme il avait été évoqué dès le mois de juillet, puisque la compétition a été organisée de cette manière-là et a été présentée au club dans le bulletin d'infolite de début de saison qui part autour du 15 juillet environ avec toutes les organisations. On avait une phase de délayage où effectivement on avait beaucoup d'incertitudes puisque ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas joué, si je puis dire, quasiment avril, mai, juin de la saison 2020. Un début de saison de l'année dernière complètement avec 2-3 dates. Voilà. Donc, on avait beaucoup d'incertitudes et on ne savait pas quelles équipes, avec quel niveau, sachant que chez les jeunes, vous savez très bien que les équipes changent d'une année sur l'autre, les catégories changent, etc. Donc, ce n'était pas simple. Donc, on est parti d'un historique, certes, qui peut-être est fluctuant aujourd'hui, mais on a souhaité aussi, c'était que toutes les équipes qui le souhaitaient puissent au moins intégrer le niveau excellence et donc le niveau intermédiaire en termes de jeu. C'est-à-dire que les équipes qui étaient en niveau 2, à un moment donné, puissent au moins aller sur le niveau excellence pour leur permettre de jouer par rapport à ça. Il y avait une volonté aussi, c'était d'un moment donné de réduire les écarts entre les équipes et de proposer un championnat en fonction des niveaux de jeu et de sortir un championnat à l'année à la suite du mois de novembre. Donc, il y a eu des qualifications élites et des qualifications excellence par rapport à ça. Et en fonction du nombre d'équipes qu'il y avait sur l'élite, on a redescendu les équipes qui étaient moins bien classées sur le niveau excellence. Donc, en fonction, il y avait souvent 12 équipes environ sur le niveau élite, 4 poules de 3 de mémoire régulièrement. Et donc, sur ces 12 équipes-là, 4 sont redescendues sur le niveau excellence par rapport à ça. Sur les qualifs excellence, effectivement, il était prévu, en fonction des niveaux de jeu, que des équipes d'excellence redescendent sur le niveau honneur par rapport à ça et que donc les 4 équipes élites réintègrent le niveau excellence et qu'on ait 2 poules par rapport à tout ça. Donc, sur le U18, ça a été possible parce qu'on avait un nombre d'équipes important et ça a permis de redescendre 5 ou 6 équipes sur le niveau honneur. Par contre, sur le niveau U15, on a fait le choix de garder tout le monde. Alors, effectivement, ça a posé quelques incompréhensions à certains moments donnés puisque les phases de délayage, toutes les excellences ont été maintenues et on a réintégré les 4 équipes de l'élite au niveau de l'excellence pour faire 2 poules de 8, enfin 2 poules de 7 avec 2 exempts par rapport à ça. Donc, voilà. Pourquoi cette chose-là? Parce que juste en dessous, on avait de mémoire 48 équipes, on le verra après. Donc, on avait de quoi, on avait de quoi faire pile le nombre d'équipes. Donc, si on redescendait nos 2 équipes d'excellence, on se retrouvait à 50 équipes. Et donc, ça devenait très complexe pour faire des poules et des organisations. On était obligé de mettre beaucoup d'exempts. Et donc, forcément, le niveau 2 se retrouvait avec beaucoup moins de matchs en termes d'organisation. Voilà. Aujourd'hui, et puis sur les U13, on a réussi à organiser les choses de la même manière par rapport à ça. Chez les féminines, on a la même organisation sur l'élite et l'excellence. Par contre, on a beaucoup moins de poules suite à beaucoup moins d'équipes. Vous allez me voir sur le niveau 2, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'organiser les choses puisqu'on a beaucoup moins d'équipes et on se retrouve quasiment avec le même nombre d'équipes entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc, on se retrouve avec des distances qui sont quasiment, peut-être pas équivalentes, mais quasiment certaines de temps en temps, alors qu'on est sur un niveau 2 par rapport à ça. Là, il y a une vraie problématique aujourd'hui sur les championnats féminins, quelles que soient les organisations. Et puis, donc, je vous parlais des qualifications par rapport à ça, qui auront lieu sur la prochaine saison pour voir comment on peut s'organiser et essayer d'organiser la qualification dès le mois de juin pour que derrière, on puisse commencer les championnats 22-23 le plus tôt possible avec les équipes qui seraient prêtes par rapport à ça et puissent s'organiser. Voilà, et qu'on n'ait plus cette phase, même si on ne sait pas ce que sera peut-être l'avenir en fonction des organisations. Donc, voilà ce que je viens de vous dire par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est juste pour vous donner des réalités, parce que de temps en temps, on est confronté qu'à notre équipe et on se demande pourquoi. Mais on a dû composer avec 46 équipes sur le U18. Alors, c'était plus facile en termes de choses quand on a 46 équipes. Donc, on a pu faire
des poules plus géographiques. Et donc 6 poules de 8, ce qui nous permet d'aller jusqu'à la fin de la saison en termes de choses et de proposer un championnat d'année par rapport à tout ça. Sur les 18 filles, vous voyez très bien, 15 équipes sur tout un territoire qui va de Châteauneuf-en-Thymerais pour une équipe la plus au nord, avec l'équipe la plus au sud qui doit être Châteauroux ou Issoudun en fonction du niveau, etc., voire Val-de-Bois de mémoire. Vous voyez, on est sur quasiment une poule de 12 et il va falloir qu'on organise les choses pour que les gens… Donc, il va y avoir énormément de déplacements. Il semble que si ces équipes-là veulent jouer, elles ne sont que 15 sur l'ensemble du territoire, sur le niveau le plus bas. Et on n'a que 16 équipes au-dessus sur le niveau 1. Vous vous rendez compte un peu la problématique. Donc, je pense qu'il y a eu quelques difficultés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire plus en termes de choses. Sur les 15 garçons, 49 équipes, ça nous permet à un moment donné de jouer, puisqu'on avait 48 équipes, mais on a eu une équipe qui a été réintégrée au dernier moment en termes d'organisation. Donc, on a essayé de jongler les choses en 24 heures pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Et sur les U15 filles, 24 équipes. Donc là, il y a 3 poules de 8. Il y a des vraies problématiques parce qu'il y a des poules de 28-45, 37-18, etc. On s'est vraiment posé, enfin, on y a passé un certain nombre de temps à la coque, même environ une demi-heure, 3/4 d'heure sur ce championnat-là. Il n'a pas l'air de convenir à tout le monde parce qu'il y a effectivement un certain nombre de déplacements. On a des remontées de clubs par rapport à ça. On est en train de voir ce qui est possible. On pourrait passer en poule de 6, mais ça ne change pas grand-chose parce que si on repasse en poule de 6, les équipes qui vont jouer vont rejouer les mêmes équipes qu'elles ont joué en poule de délayage. Et elles ne pourront pas aller très loin en termes de choses. Donc, on a fait le choix de les mixer un peu avec des équipes d'un peu plus loin pour qu'ils jouent autre chose. Parce que sinon, ils allaient jouer 6 fois la même équipe dans la même saison. Donc, il y a des clubs qui nous disent que c'est compliqué. Donc, on va voir avec eux à un moment donné ce qu'ils souhaitent faire, ou etc. Parce que soit on joue tout le temps les mêmes équipes en allant le moins loin possible. On va jouer 6 fois la même équipe dans la saison. Soit on décide d'aller un peu plus loin pour essayer de jouer plus d'équipes. Mais forcément, ça fait plus de déplacements. Et puis, vous avez donc dû recevoir vos championnats U11, U13, garçons ou filles, par rapport à ça. Donc, en fonction des départements, il y a des organisations qui sont différentes. Sur le U13, on est sur donc, des championnats garçons et des championnats filles. Sur le U11, en fonction des départements, on a soit des championnats U11, soit chez des championnats U11 filles quand ils peuvent le faire. Et à certains endroits, on a la possibilité de la mixité pour intégrer les quelques filles avec des équipes qui sont exclusivement U11 filles. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de tendre, comme on l'a fait il y a une dizaine d'années sur le U12, de progressivement que les clubs se structurent et que progressivement, ils aient des U11 filles qui leur permettent de faire un vrai championnat U11 filles dans les temps à venir. Donc le 37, je sais, est capable de le faire. Le 45 et le 28 aussi sont capables aujourd'hui, au regard du nombre de clubs et du nombre d'équipes qu'ils ont à leur possession. Par contre, effectivement, d'autres, comme le 41, 36, 8, on est en phase de progression. Des clubs sont capables de proposer des équipes exclusivement U11 filles. D'autres sont en mixité. Donc, on va progressivement intégrer tout ça pour essayer d'avoir par la suite des U11 filles dans tous nos départements dans les années à venir. Et puis, on organisera en deuxième partie de saison, comme vous le voyez en dessous, des challenges, comme on le faisait jusqu'à maintenant. Donc, on fera un challenge U11 garçons, comme c'était le cas en U12 garçons, avec donc 18 équipes, 4 dates identifiées plus une date de finalité, comme chaque année, avec des tournois à 3. On fera la même formule sur les U13 filles avec 9 équipes, mais sans finalité, puisqu'il y aura les 4 dates qui serviront au tournoi à 3 des 9 équipes. Et on fera sur une seule date un challenge U11 filles si on a des candidats pour tendre vers les meilleures équipes U11 filles des départements, si elles veulent à un moment donné se confronter sur une date et aller voir un peu ce que c'est, un peu le challenge régional, un peu, pour en vue d'intégrer pour les meilleures équipes du U13 filles régional par la suite. Voilà toutes les offres qu'on proposera tout au long de la saison en termes d'organisation. Parallèle à cela, vous avez dû voir arriver aussi, on organisera ce qu'on appelle, on a banalisé un certain nombre de week-ends qui vont permettre de faire des fêtes du handball. Donc, 4 week-ends ont été identifiés, dont le premier aura lieu le 27 et 28 novembre prochain. Ce sont des week-ends qui sont collés sur les week-ends essentiellement de la Coupe de France pour les seniors. Donc, normalement, les clubs sont plus libres en termes ou plus allégés en termes de choses. Quasiment aucun championnat n'a lieu sur ces organisations-là et ça permet à tout le monde de proposer des fêtes du handball sur des plateaux de hand à 4 avec une formule qui est proposée par les COC départementales et les ETD des équipes techniques départementales, avec une formule où on met du baby hand, des plateaux baby hand le matin, des plateaux mini hand, du hand à 4 l'après-midi sur les U11, U13, U15, U18, qui seront ouverts aux non-licenciés. Donc, c'est des formules qui vont permettre peut-être à des clubs de se réintégrer par rapport à ça, d'essayer d'aller travailler pour essayer de trouver des non-licenciés et pour les faire venir le temps au moins d'un tournoi pour essayer d'intégrer dans leur équipe par la suite. Et il y aura 4 dates tout au long de la saison pour permettre aux clubs qui n'ont pas réussi à construire des équipes mais qui veulent participer à des tournois de proposer tout ça. Voilà, donc il y a une date en novembre, une date en janvier, une date en février ou mars et une date en avril, avant les vacances d'avril. Jérémy, juste, oui. On a une question par rapport à la mixité.
que tu as évoqué. Est-ce que ça signifie ce que tu as dit, que la mixité est autorisée? Alors, chez les alors en fait, je ne peux pas répondre de manière globale. C'est-à-dire que chaque comité a envoyé son règlement en termes d'organisation. Donc, c'est qui demande? C'est le 28, comité 28. Voilà. Donc, en fonction des organisations des comités et en fonction du nombre d'équipes qu'ils avaient, il y a des comités qui ont fait le choix d'intégrer ou pas la mixité dans les 11 et très exceptionnel dans les U13 en termes de choses. Donc, voilà. Ouais, Jérémy, j'ai posé la question parce que j'ai une gamine en moins de 11. Donc, tu vois, normalement, il faut l'intégrer dans le… ou en moins de 13, pas en moins de 11, en moins de 13. En moins de 13. Ça, il faut que tu vois avec le comité 28. C'est eux qui gèrent et qui ont la délégation. Ça a été station en conseil d'administration entre les différents élus et après, ça a été délégué au président du comité, enfin, ou à la COC départementale, qui décide par elle-même de ça. Donc, on voit directement, on voit un mail et puis… Il y a Claude, il y a Claude qui est là et qui va répondre. Ouais. Oui, je sais que Michael a posé la question à Claude. Ouais. Non, Fred, ce qu'il faudrait, c'est qu'il fasse une demande au comité, c'est tout. Oui, d'accord, ok, ça marche. Hein, avec le nom de la gamine. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le règlement fédéral nous permet, quand on le souhaite, de manière très exceptionnelle, d'autoriser la mixité. Donc, après, en fonction des organisations, chaque club redemande à son comité, puisque les comités ont la délégation ou l'organisation, la responsabilité de l'organisation. Donc, comme il y a eu des choses plus ou moins flexibles qui ont été faites d'un endroit à l'autre, pour information, le fait de pouvoir regrouper tous les championnats, etc., ça va permettre à 2 équipes U11 filles du 41 d'aller jouer avec le comité 45. Donc, l'équipe de Blois et Vendôme avait 2 équipes U11 filles et on a réussi à les intégrer dans le 45. Comme ça, ils vont jouer dans un vrai championnat féminin tout au long de l'année. Et le 41 va proposer un championnat U11 mixte pour intégrer au fur et à mesure les autres filles, etc., des autres clubs qui sont un peu isolés. On arrive à trouver des alternatives aujourd'hui qui nous permettent. Alors, ça demande des organisations parce que c'est tout le monde à la même date, ça fait un peu régalien, etc. Et donc, voilà, il faut fixer les choses, mais ça permet des adaptations et de permettre des choses à un moment donné, de faire jouer tout le monde en fonction des endroits et des origines de chacun. Voilà. Les tournois A4, c'est principalement pour le secteur féminin? Pas du tout. Ça sera garçon-fille, tout le monde. Tout le monde ne joue pas. Pas tout le monde ne joue pas. Tout le monde va jouer en A4 par rapport à ça. U11 ou U18. U11, U13, U15, U18. Voilà. Possiblement. Donc ça, chaque comité doit revenir vers vous. Ils sont en train d'organiser les choses. Les affiches sont sorties, etc. Et vous donnez les endroits, les secteurs, parce qu'ils vont faire par secteur, etc. pour repartir. Et puis vous inscrivez en fonction des volontés du club et des équipes que vous avez, etc. Voilà. Tu peux continuer. Ah ouais. J'ai fini sur la coque, alors c'est bien, poser les questions, donc ça tombe bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Bon, ça reviendra. Sur les aides financières, alors on est en train de travailler dessus là, par rapport à ça aujourd'hui, parce qu'on est sur une année un peu particulière, même très particulière, à la fois sur le plan financier. On s'était engagé, alors c'est sûr, les engagements là, oui. On s'était engagé dès la saison dernière, dès le 29 mars la saison dernière, à travailler pour que les engagements que vous aviez payés ou pas, ou sur lesquels vous étiez engagé, vous ayez un avoir qui vous permette de réengager vos équipes et que vous n'ayez pas besoin, à la fois si vous aviez payé ou pas, en tout cas de ne pas payer ou la première année ou la deuxième année en termes de choses. Voilà, comme si on avait eu une année blanche en termes d'engagement d'équipe par rapport à ça. Donc là, on est en train de travailler dessus parce qu'il y a eu quelques aménagements, etc. Puis on attendait que les championnats de niveau 2 partent, en fonction des montées, des descentes, etc. En tout cas, sur le niveau 1, ce qu'on avait dit, c'était vous avez tout l'avoir qui vous permet d'engager toutes les équipes de la même façon que la saison dernière. Donc là, on est en train de voir en fonction par club toutes les équipes que vous avez engagées. Si vous avez un solde effectivement qui était positif, vous n'avez pas crédité tous vos trucs, là, il n'y aura pas de remboursement. Par contre, si vous avez un solde qui est négatif, là, par contre, on vous fera une facturation en termes de choses. C'est-à-dire que si vous avez désengagé une équipe et qu'elle n'est pas réengagée, etc., on ne vous remboursera pas l'engagement de l'équipe. Il est perdu parce qu'on vous a laissé la possibilité de revenir dedans. Donc voilà. Donc là, on est en train de travailler dessus pour qu'on vous fasse les facturations des engagements de niveau 1. Donc c'est tous les championnats adultes seniors qui vont de la Nationale 3 à la R3M, R2F, PNF, etc. Tous les championnats et les niveaux 1 en termes de jeunes, donc moins de 18, moins de 15, moins de 13 garçons et moins de 18, moins de 15 en filles. Juste, je vous fais une petite alerte parce qu'un certain nombre de clubs, vous aviez réglé en septembre 2019, vous aviez réglé en septembre 2020, vous aviez réglé 70% des engagements.
qu'on était dans une année, on ne savait pas trop où on allait, etc. Certains clubs avaient réglé la totalité au mois de décembre quand on avait fait la deuxième facturation des 30%. Mais la majorité des clubs n'avaient pas payé. Donc, vous aurez à minima, pour un certain nombre de clubs, à payer les 30% restants. Donc, vous pouvez penser qu'aujourd'hui, vos engagements que vous aviez pris en septembre 2020, vous avez les mêmes en septembre 2021. Attention à vérifier avec votre comptable, votre trésorier, etc., si vous avez bien payé ou pas le solde des 30%. Si ce n'est pas le cas, on va vous le facturer aujourd'hui pour que vous régleriez l'ensemble de l'engagement d'équipe. Voilà, j'alerte tout le monde là-dessus parce que forcément, il y a une vraie différence par rapport à ça en pensant qu'on ne va pas avoir de facture par rapport à tout ça. Ensuite, par rapport au championnat de niveau 2, l'année dernière, en septembre 2020, chaque comité avait la responsabilité d'aller facturer, percevoir les engagements de niveau 2. Ça sera le cas au niveau cette année aussi encore. Sauf que l'année dernière, mais vous le savez très bien parce que vous êtes au fait, certains comités ont facturé, d'autres n'ont pas facturé, ont attendu un peu. Et donc voilà, donc là, chaque comité va revenir vers vous en fonction des engagements qu'il a et va vous facturer ou pas en fonction, ou faire des avoirs, etc., en fonction de ce qui s'est passé. Puisqu'il y a des endroits où on a payé, d'autres endroits où on n'avait pas payé, etc. Donc ça, chaque comité va faire le point de situation par rapport à ça et va engager la facturation par rapport à tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à stabiliser sur les championnats qui repartent. On sait le nombre d'équipes qu'on a par catégorie d'âge. Donc vous allez pouvoir les comités vont pouvoir organiser la facturation. Et nous, la Ligue, on n'a pas à voir avec ça puisqu'on ne perçoit pas d'argent sur ces organisations-là. Et puis il a été décidé que c'est chaque comité qui récupérait à ce jour les engagements de ses équipes et qu'il y aurait un travail collaboratif entre les présidents de comité par rapport à ça, sur la gestion comptable. Mais ça n'est pas votre ressort aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir une facture au cours du mois de novembre sur les engagements niveau 1 pour les équipes qui ont des équipes engagées niveau 1 ou pas. En fonction de ça, on vous dira, vous n'avez pas de facture parce que vous ne pouvez rien. Et par rapport au comité, je vous invite, après les comités vont revenir vers vous pour voir en fonction de vous ce que vous avez à facturer ou pas, si vous avez été facturé ou pas. Voilà. Parce que la règle n'est pas la même sur quasiment les 6 comités. On refait le tour. Oui. Il y a une question coq qui est arrivée. Est-ce que les montées et les descentes évoluent, étant donné que, par exemple, en pré-nat-fille, il n'y a que 11 équipes au lieu des 12? Est-ce qu'il y a des modifications sur les montées et descentes prévues initialement? Il n'y a pas. Alors, comment vous dire? Je vais vous le dire politiquement correct. Aujourd'hui, on a des très grosses difficultés à créer les championnats seniors. Donc, chaque année, depuis 2 ans ou 3 ans, concrètement, les équipes qui veulent rester en pré-national restent plus ou moins en pré-national. Je vais être très franc avec vous. Celles qui sont en R2F restent plus ou moins en R2F aujourd'hui. Et on a peu de descente et peu de montée par rapport à ça. Donc, on fait monter les équipes qui sont sur le plan sportif, peuvent monter en termes de choses, mais il y a eu peu de rétrogradation par rapport à ça. Donc, on va maintenir ce qu'on a prévu en termes de règlement. Et chaque année, on revoit comment on peut organiser les choses par rapport à ça. On regarde ça. Et surtout qu'on ne peut pas prévoir la formule qu'on va faire l'année prochaine parce qu'on ne sait pas si on sera capable de faire 2 poules de 12, par exemple, parce qu'on est incapable de le faire aujourd'hui en pré-NF et en R2F. Donc, on ne peut pas prévoir les choses. Donc, aujourd'hui, vous tenez sur le règlement par rapport à ça en termes de montée et de descente. Et à partir de là, après, vous faites ce qu'on appelle des dossiers de candidature d'accession ou de relégation. Et en fonction des places que l'on a, on gardera les choses en fonction de ça. Ok. Qui c'était la question? C'était David Dazeveret. Ok. Alors, je continue. Yes. Donc là, on était sur les engagements d'équipe. Alors, petit rappel avec un petit schéma, parce que ce n'est pas simple, je vous l'avoue, même nous, quand on fait le schéma, on n'est pas sûr. On est en train de voir si ça sera début décembre ou début janvier en termes de choses sur la facturation des licences. Alors, je vous rappelle le modèle le modèle qu'on utilisait jusqu'à maintenant en termes de choses. On prenait les licences le nombre de licences de l'année d'avant en termes de prévisionnel. On estimait que vous alliez avoir à peu près le même nombre de licences et on vous facturait 50% de ces licences-là. Et on effectue donc autour du 1er décembre, 30 novembre, 1er décembre. Et au 30 juin, on effectue le solde. C'est-à-dire que si vous aviez eu plus de licenciés, vous payez les 50% restants, plus les parts de licences supplémentaires des licenciés que vous aviez eu en plus au cours de cette année-là. Ou si vous en aviez moins, eh bien, vous aviez à payer, je ne sais pas, dans les 50%, 40%, c'est-à-dire qu'il y avait 10% en moins en termes de choses. Sauf que là, on s'est organisé cette année pour essayer, parce qu'on va avoir des avoirs à vous faire en termes d'organisation, à la fois sur les parts fédérales, à la fois sur les parts ligues
et en fonction des comités sur les parts comités. Donc, je vous rappelle juste les organisations sur les différents comités. Sur le 18, 41, 37, 28, l'ensemble des parts comités sur l'ensemble des catégories d'âge seront reversées aux licences en renouvellement. Voilà. Sur le 45, on est uniquement sur les parts des licences dirigeants et sur le 36, on est sur les parts seniors de mémoire. À reconfirmer. Je ne sais pas si Michel est là. Mais voilà, en termes de choses. Donc là, c'est nous qui ajustons les choses par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre de licences. Sur ces licences renouvellement, vous aurez de toute façon à payer la part MDH, l'assurance RCAI, donc responsabilité civile et accident, et les parts comités en fonction des endroits où vous êtes par rapport à ça. Donc, on va sortir, soit on va sortir, on ne sait pas encore, au 30 novembre à l'échéancier ou au 30 décembre, en fonction si on vous facture sur l'exercice 2022 ou sur l'exercice 2021, l'organisation, vos licences que vous avez en termes de renouvellement. Et tout de suite, dans la même facture, on vous fera l'avoir qui correspond, ce qui vous permettra d'avoir tout de suite la différence en termes de choses. Pour que vous n'ayez pas, par exemple, à avancer, je ne sais pas, 5 000 € et qu'on vous en redonne 4 000, par exemple, en termes de choses. L'idée, c'est que vous n'ayez qu'à payer la différence en termes de choses. Donc, on est en train de faire des simulations actuellement pour savoir que si on voudrait vous faire pour que ça soit plus clair pour vous au réalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez au 30 novembre, vous avez 130 licences, 100 licences en renouvellement et 30 en création. On vous met les 100 licences en renouvellement à facturation, on vous met tous les avoirs. Par rapport à ça, vous ne payez que la différence et vous payez vos 30 licences en création. Et on fait un solde en fin d'année en termes d'organisation. Voilà. Voilà un peu en termes de choses, comment on va présenter les choses pour que vous puissiez avoir réellement la chose de ce que vous allez payer par rapport à tout ça. Pour les licences en création, on sera sur une facture totale, puisque ça avait été engagé par rapport à ça, moins les 15 € en fonction des licences que vous avez lancées ou pas sur les procédures de licence événementielle. Je vous rappelle qu'on avait mis un dispositif complémentaire où tous les licenciés événementiels qui ont été entrés entre le 1er mai et le 31 juillet et qui ont pris une licence pratiquant régulier auront une aide de 15 € de la part de la Ligue par rapport à ça, dans le cadre de la relance par rapport à tout ça. Donc forcément, sur vos facturations de licences, il y aura une partie sur toutes les licences renouvelées. On mettra un avoir qui correspondra aux parts fédérales, Ligue et pour certains aux parts comité. Et on vous mettra une ligne supplémentaire sur les licences que vous avez créées. Et pour certains, on vous mettra l'avoir des 15 € en fonction des choses. Pour votre information, aujourd'hui, on a fait une extraction à hier ou avant-hier. Voilà ce que ça a donné sur les licences événementielles. Vous avez environ saisi, pas environ, vous avez saisi 3 849 licences dans le cadre de ce dispositif, à la fois sur vos licences événementielles classiques dans le cadre du plan de reprise et à la fois sur des événements clubs. Nous avons pris en compte toutes les licences événementielles, même les licences événements clubs que vous aviez mis en place. Sur ces 3 849 licences, 349 licences aujourd'hui ont été converties en licences pratiquants régulières, soit environ 9%. Ce qui fera une aide d'environ 5 000, enfin qui ne sera pas une aide environ, puisque ça va peut-être augmenter, on va faire le comparatif jusqu'à la fin de l'année, de 5 235 € au 8 novembre aujourd'hui. Vous voyez un peu la répartition par comité. Alors, je n'ai pas listé chaque club, donc vous enverra le détail par rapport à ça, mais il y a environ 6 clubs, 9 clubs, 6, 11, donc 59 clubs sur la Ligue qui bénéficient de ce dispositif-là. Et vous voyez les parts de licence en fonction des endroits par rapport à ça. Donc, le share aura 52 licences sur ces 6 clubs qui auront un avoir de 15 €, etc., ce qui fait bénéficier 340 clubs. Voilà à ce jour. En termes de choses. Donc ça, on prendra ces chiffres-là et on fera cet avoir-là par rapport à ça. Donc nous, on souhaitait un peu avoir une évaluation là-dessus pour voir un peu si vous aviez mobilisé ou pas. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que quand on approche la barre des 10% en termes de conversion de licence événementielle à licence pratiquante, c'est que c'est quand même pas mal en termes de taux de choses. Peut-être que les clubs avaient bien identifié les licenciés qui voulaient vraiment qu'elle allait reprendre. Sans doute que là-dedans, il y a des gens qui n'avaient pas pris de licence la saison dernière sur la saison 2021 et que vous avez sans doute saisi par opportunité parce que vous pensiez qu'ils allaient reprendre l'activité et donc ils rentrent dans ces licences-là forcément, puisqu'ils n'avaient pas de licence l'année dernière sur événementiel. Donc peut-être que le chiffre est un peu haut en termes de barre de 9% par rapport à ces cas particuliers. Voilà. En tout cas, ça permet de bénéficier d'un certain nombre de choses et d'aides par rapport à ça. Alors, Jérémy, première question. Ouais. Oui. Par rapport aux mutations, est-ce qu'un Oui. licencié muté, donc renouvellement, mais d'une autre ligue, bénéficie de l'exonération? Oui. Oui. Alors oui, on va le faire. Ça a été statué, c'est en bureau directeur. Oui, ça sera fait puisqu'on s'est rendu compte que c'était une part infime. On a peu de mutations hors ligue. Alors, il y a un certain nombre. Je n'ai pas le chiffre en tête, c'est 20-30.
Donc, on ne va pas aller faire la différence entre les mutations interligues, etc. On considère que c'est des renouvellements et que vous allez en bénéficier puisque vous avez réintégré et réaccueilli ce licencié-là. Vous avez fait l'effort, donc vous en bénéficierez. Bien. Donc, ça, c'était pour Christophe. Philippe nous demande si nous avons une vision du nombre total de licenciés au niveau de la Ligue. Oui. Ah, je ne l'ai pas mis dans le rapport à moi, j'aurais pu. On était à 12 000 quelque chose. 12 140, je crois, aujourd'hui, licenciés. On aurait 2 minutes à la fin pour vous présenter juste 2-3 graphiques. On pourra aller sur un autre PowerPoint où on est, nous, on a des statistiques jour à jour, date à date, en ce moment tous les 7 jours ou tous les 15 jours en termes d'organisation. 12 246, merci Nolwenn. Licences aujourd'hui qualifiées. L'objectif, pour vous dire, avant Covid, on était 16 000 licenciés. C'est le meilleur chiffre qu'on ait jamais eu dans la Ligue du Centre. C'est-à-dire que en 2019-2020, on a atteint 16 000, la part des 16 000 et 24 licences de mémoire. Et on n'avait jamais eu autant de licences dans la Ligue du Centre à la fin de l'année. L'année dernière, en année Covid, on est passé autour des 11 500 licences par rapport à ça. Donc, on a passé la barre de l'année dernière. Donc, maintenant, c'est que du plus par rapport à ça. Donc, on regarde des courbes qu'on a actuellement, même s'il y a des différences entre les comités, mais sur le chiffre Ligue aujourd'hui, on est sur une courbe médian entre l'année la pire qu'on ait jamais eue, donc l'année Covid, et l'année la meilleure qu'on ait jamais eue, l'année avant Covid. Donc, on est autour, on devrait, entre les 11 000 et 16 000, on devrait être à 14 000 licences, ça serait très bien, 14 000, 14 500. Je pense qu'on aura atteint l'objectif qu'on s'était fixé de revenir pour progressivement peut-être retrouver un jour ces 16 000 licenciés pratiquants réguliers dans la Ligue. Voilà. Et il y a une dernière question concernant les licences événementielles. En gros, la licence événementielle a été créée par le club A et le licencié s'inscrit dans un club B. C'est le club B qui bénéficiera des 15 €. Oui, c'est le pratiquant dans lequel il a pris sa licence. La licence. Ouais, on n'a pas été. Alors, là, on a récupéré 349 licences, mais on est en train d'affiner et surtout, on va vous envoyer à chaque club les listings par rapport à ça, des licences, parce qu'on s'est rendu compte, alors on a réussi à retrouver quelques erreurs, mais il y a des fois, vous avez saisi le nom-prénom d'une certaine manière et la licence compétition avec le vrai nom-prénom, si je puis dire. Il n'y a pas, je sais pas, un Renault qui finit par un T ou un D, ou etc. Et donc, nous, on fait des automatiques. On a des fichiers Excel, etc., qui nous prennent, on fait des macros qui nous permettent d'automatiser les choses. Donc, quand il y a cette différence-là, on n'arrive pas à trouver la différence. Donc, on est obligé de reprendre un fichier individuel, donc on n'a pas la capacité. Donc, on va vous envoyer les choses. Et si vous trouvez des erreurs par rapport à ça, on ajustera les choses par rapport à tout ça. Parce que peut-être qu'on aura oublié quelques licences événementielles parce qu'il y aura eu des mauvaises saisies par rapport à ça. Et nous, on a pris les noms et prénoms des licenciés, leur date de naissance en parallèle pour leur permettre à un moment donné de faire le parallèle. Donc, c'est le club B qui en bénéficiera dans le calcul qu'on a fait. Et on remerciera le club A. On est bon, on n'a plus de questions. Bon, très bien. Alors, je passe. J'en étais où? Hop là. Donc là, on était là, donc vous aviez la statistique là-dessus. OK. Voilà, donc sur les différentes aides par rapport à ça, au niveau de la Ligue, enfin en interne à la Ligue. Sur l'attestation d'honorabilité, donc ça, ce n'est que du rappel, mais simplement pour vous dire que l'ensemble des personnes doivent remplir cette attestation d'honorabilité quand ils sont sur une feuille de match. Vous allez voir que toutes les fonctions sont prises en compte aujourd'hui. Ça va de la table de marque à l'encadrant bénévole, au juge, à l'arbitre qui est sur le terrain, au tuteur de table, etc. Toute personne qui est en fonction de dirigeant dans le club et qu'en fonction en plus avec des mineurs doit remplir son attestation d'honorabilité, qu'il soit bénévole ou salarié. Donc, ça fait une grande partie des personnes. Ça, c'est un choix de la fédération pour essayer de travailler dessus et pour essayer que notre sport soit qu'il soit encadré le plus propre possible et qu'on soit sûr, je vais dire à 99%, que l'on n'ait que des personnes qui n'aient pas de casier judiciaire, qui n'aient pas d'antécédents judiciaires par rapport à tout ça. Puisque le texte nous dit aujourd'hui que concrètement, il ne doit contrôler que ça aujourd'hui, les 3 autres. Ils sont les dirigeants associatifs, les éducateurs sportifs bénévoles, etc., les exploitants EPS et les exploitants des établissements. Donc, il y a un contrôle que là-dessus. Mais la fédération, elle souhaite à un moment donné
qu'on aille beaucoup plus loin pour être encore beaucoup plus performant en termes de choses. Alors, ça ne va pas se faire en 3 mois, parce qu'en plus, on est dans une année particulière, mais c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est vraiment le projet ambitieux qu'on s'est fixé. Et c'est avec vous qu'on va y arriver progressivement en termes de choses. Je vous donne quelques statistiques derrière pour vous donner, et on vous enverra tout ça parce qu'on va tout vous envoyer listing par on a extrait toutes les feuilles de match de toutes les rencontres sur tous les week-ends d'octobre. Et on a notifié ici, vous avez le nombre de personnes qui n'ont pas rempli leur attestation d'honorabilité par rapport à ça, sur les fonctions qui sont là. Donc, à partir de ça, peut-être que ça peut être aussi, quand on voit par exemple sur le premier week-end, le 2-3 octobre, on a 743 personnes. Mais ce n'est peut-être pas 743 personnes, parce que cette personne-là, elle a peut-être, dans son club, arbitré un match, elle a peut-être fait un chronométreur d'un autre match, et elle a peut-être managé un autre match. Donc peut-être qu'elle compte 3 fois dans l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est vraiment ce ratio-là qu'on essaie de travailler aujourd'hui, c'est le nombre de personnes par feuille de match qui n'ont pas rempli leur attestation d'honorabilité. C'est ce chiffre-là qu'on doit progressivement descendre. Alors, il est aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai mis le nombre de matchs en dessous, parce que aussi il est fluctuant en fonction du nombre de rencontres par rapport à ça. Alors, sur le 23 octobre, il y avait moins de matchs, mais on a un taux qui est le plus efficient possible, 23-24, puisqu'on a eu 487 personnes sur 237 matchs. Donc, on avait quasiment 2 personnes par feuille de match. Donc, il faut qu'on arrive progressivement à la chose. On est en train de travailler pour vous envoyer par club le listing des personnes qui n'avaient pas d'attestation d'honorabilité et qui devraient en avoir et qui ont une fonction. Vous aurez sur ce listing-là le match exact sur lequel il était, la fonction qu'il avait, la date, etc., sur quelle catégorie c'était. Et vous irez, vous pourrez regarder. Alors, peut-être que d'ici là, on va vous faire l'extraction sur tous les week-ends. Peut-être que quand il apparaît le 2-3 octobre, depuis, il a peut-être fait son attestation. Il n'apparaît plus par la suite. Mais on va vous sortir tout ça pour vous permettre de travailler là-dessus. Ça vous permettra, vous, après, d'aller dans le Gestand, d'appuyer sur le joli bouton bleu d'attestation d'honorabilité pour lui renvoyer au licencié, pour essayer de récupérer cette attestation, nous la renvoyer, parce que le joueur est qualifié ou la personne est qualifiée à ce jour, que nous, on la contrôle, vite fait, et que par rapport à ça. Je vous rappelle aussi que vous devez aussi, dans cette deuxième démarche, une fois que l'attestation était faite, aller dans l'onglet structure de Gestand, organes ou encadrant, et de noter la personne que vous avez mis en tête. C'est grâce à ce listing-là, dans lequel vous avez notifié les personnes, donc tous les gens du conseil d'administration, plus tous les encadrants bénévoles ou salariés du chose, qu'on va pouvoir aller interroger, nous, le fichier FIGEPS, pas nous, à la fédération, le fichier FIGEPS du ministère de la Justice, pour pouvoir interroger les choses. Donc, si vous avez des personnes que vous souhaitez, vous avez un premier travail à faire de récupérer, si je puis dire, et de valider l'ensemble des attestations d'honorabilité. Et ensuite, vous avez un deuxième travail, on va dire administratif, de référencer les personnes que vous souhaitez qui sont interrogées dans ce cadre de fichier-là. Voilà. Et puis donc, on va progressivement et on vous sortira des statistiques qui permettent peut-être d'un jour, on l'espère, qu'on ait ce chiffre qui arrive à 0 personnes, puisque l'ensemble des personnes qui auront participé, majeures, je le rappelle bien, majeures, par rapport à ça, ont rempli leur attestation et sont interrogées par rapport à ça. Jérémy ? Oui. Ça veut dire que si, par contre, on a un joueur qui ne joue pas et qu'on le met à la table, il faudra obligatoirement qu'il ait son attestation d'honorabilité. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas être à 0. Bien sûr. Dans ce cas-là, on peut leur mettre tous les joueurs, en fin de compte. Exactement. Parce que nous, ce n'est jamais les mêmes. Hein. Tout à fait, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est le même problème, c'est sur des encadrants parents bénévoles qui vont encadrer 2 matchs dans la saison. Peut-être que s'ils encadrent que 2 matchs dans la saison, il faut qu'il l'ait. Donc, il faut anticiper en amont, forcément, par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est un travail en amont de longue haleine, etc. Effectivement, ce n'est jamais facile parce qu'on est passé d'un processus où c'est vous qui remplissiez toutes les licences. La plupart du temps, c'est vous qui saisissiez toutes les licences, vous donnez les papiers. Et là, ce n'est plus possible de le faire. C'est à la personne de s'engager et de remplir. Donc, il faut qu'elle apprenne l'outil, il faut qu'elle le comprenne, il faut qu'elle ait envie de le remplir, etc. Et vous, il faut que vous la récupériez. Donc, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place, réellement. Donc, c'est ça qui est complexe en termes de choses. Donc, il y a un vrai travail aujourd'hui. En fin de compte, il faudrait presque demander le certificat d'honorabilité à toutes les personnes qu'on a mis en… Ça c'est le plus simple. C'est le plus simple. On pourrait dire on oblige le papier. Sauf qu'on ne peut pas réglementairement. Et par la loi, vous obligez à le faire remplir. Voilà. Donc, on est plutôt dans un processus d'accompagnement. On va progressivement et les clubs vont s'organiser. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, au 1er septembre et bien avant, vous aviez réellement, je ne vais pas dire autre chose à faire, mais on était tellement dans une incertitude de reprise sportive que finalement, avoir ce document-là, c'était déjà assez complexe. On est obligé de le qualifier pour qu'il puisse emmener l'équipe le week-end, ou qu'il allait arbitrer, ou qu'il allait faire la table de marque, ou qu'il allait jouer, etc. Et qu'on ne savait pas qu'il allait faire la table de marque 15 jours plus tard.
Donc, on est plutôt aujourd'hui dans de la bienveillance. On vous sort des chiffres qu'il faut qu'on arrive à améliorer. On sait qu'on doit les améliorer tout au long de la saison. Et puis, on essaiera de trouver des procédures la saison prochaine pour essayer que ces chiffres descendent le plus vite possible en termes d'organisation pour que derrière, puis ça viendra avec le temps en termes de choses. Voilà. Disons que déjà, en priorité, on pourrait déjà, moi, nous, personnellement, c'est le demander à tous les officiels qu'on a officiés dès le départ. Parce que... Mais même en dehors des officiels, il y a tout un tas de licenciés du club qui chez nous, tiennent la table et éventuellement, comment s'appelle l'ordinateur avec la partie gestand. Donc, ce sont des licenciés du club qui sont jeunes sur les catégories jeunes et qui sont adultes sur les catégories seniors. Mais enfin, on ne leur a pas demandé d'avoir une attestation d'honorabilité, quoi. Non, mais mettons un peu de... On n'est pas là pour être au coup près. On explique les choses. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi. On va y arriver progressivement. Je dis juste qu'aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de choses. Mais j'aurais pu sortir l'inverse. Sortir toutes les personnes qui ont déjà une attestation d'honorabilité. Et on pourrait aussi se satisfaire de tout ça. C'est-à-dire qu'on a déjà réussi, et je pourrais sortir aussi toutes les personnes que vous avez saisies dans l'onglet organes et dans l'onglet encadrant, et le chiffre, c'est bien plus important que ces chiffres-là aujourd'hui. Donc voilà, on ne regarde que le côté négatif de la chose, mais il y a eu un vrai travail de fait parce qu'on nous, on les a vus, et on les a toutes validées, etc., une par une, et on va dans les organes, on va faire les extractions. On se rend compte qu'il y a eu un vrai travail de fait depuis le début de la saison, il y a une vraie insistance pour essayer de réussir, mais qu'à un moment donné, quand on arrive à un processus, je pense, autour du 25 septembre, etc., qu'il a fallu repartir tout le monde, etc., on n'avait plus le temps. Et je l'entends qu'on n'avait plus le temps à ce moment-là et qu'on a été dans une... Et même nous, on n'a plus demandé systématiquement pour les licences dirigeants qui étaient qualifiés l'attestation d'honorabilité. On l'a fait jusqu'à fin août, début septembre. On vous a obligé à remplir les attestations, etc., parce qu'on avait encore le temps et qu'on était dans des flux qui permettaient au club de l'organiser. Et quand on arrivait dans des flux qui devenaient trop importants pour les clubs et que c'était plus important à moyen terme, je vais dire ça, qu'ils soient qualifiés pour pouvoir être assurés et pouvoir jouer ou encadrer, etc., on se retrouve avec effectivement cette différence-là aujourd'hui. Mais on va progressivement rattraper ce retard-là. On va s'organiser par rapport à ça. Voilà. Je sais que nous, personnellement, à Saint-Germain, tout ce qui est encadrant, ils l'ont tous fourni. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais je ne dis pas que... Ça, il y avait des personnes, qu'est-ce qu'il y avait dans les textes? Oui, alors dans les commentaires, effectivement, on revient sur la complexité de Gestand. Ça, on est tous... On ne pourra pas y venir, j'entends. Voilà, ça... voilà. Et puis après, oui, effectivement, le 100% et le zéro ne sera atteint que très difficilement, et c'est sans doute même impossible, mais l'idée, c'est de tendre vers, et aussi voilà, que tous les officiels, au moins sur les bancs des catégories jeunes, la fournissent, puisque clairement, aujourd'hui, nous, quand on va voir des licences, etc., il y a des fois des salariés qui ne l'ont pas, il y a des fois des encadrants de collectifs qui ne l'ont pas non plus. On la demande aussi pour les personnes qui se mettent en formation. On demande à ce que ce soit chargé, puisque c'est des personnes, notamment sur l'entraîner les jeunes, sur l'accompagner les pratiquants, qui peut-être au départ n'étaient pas n'étaient pas prévus sur l'encadrement, mais qui vont le devenir. Donc voilà, on essaie au fur et à mesure d'augmenter ce ratio, enfin d'abaisser ce ratio et de le demander pour un peu systématiser les choses. Voilà. Je reviens sur la question effectivement autour des pratiques. Alors, effectivement, par rapport au baby-young. Baby-young, c'est là où il y a le plus de parents, etc. Effectivement, après, les gens ne sont pas en responsabilité. Moi, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que déjà les gens qui sont en responsabilité des pratiques, des plateaux, etc., ils soient en tout cas qu'ils n'aient pas de casier judiciaire, qu'ils aient rempli leur attestation, etc. Puisque c'est eux qui sont responsables. Et c'est à eux, à un moment donné, de faire la part des choses et d'organiser les choses. Mais j'entends tout à fait. Et c'est comme dans le monde de tous les jours. Hein. On ne pourra pas enlever toutes les choses. C'est d'aller au plus loin possible en termes d'organisation pour essayer de se protéger au maximum et de garantir un certain nombre de choses. Et que surtout, c'est que les gens qui sont responsables des collectifs, etc., ils aient rempli ces choses-là par rapport à ça. Et que vous ayez la responsabilité après de détecter ou pas, de regarder ce qui s'y passe, etc., en termes de choses. Mais j'entends aussi sur les parents qui accompagnent dans les voitures. Forcément, on délègue à nos parents, etc. Et heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sains
plus de gens qui sont beaucoup plus sains que de gens qui sont pas sains en termes de choses. C'est sûr, c'est très complexe aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de tendre vers, essayer d'améliorer les choses pour qu'on essaye d'avoir une pratique sportive et qu'on ait le moins de cas possibles qui sortent aujourd'hui, comme c'est sorti à la télé, etc. Le handball a été touché, tous les sports ont été touchés, avec des vagues plus ou moins différentes, avec des médiatisations plus ou moins différentes. Mais ça, franchement, c'est toujours très, très désagréable quand notre pratique sportive est touchée, etc. Parce qu'on pense que ça n'arrive pas chez nous et pourtant ça l'arrive. Et on a beaucoup de cas aujourd'hui qui sont arrivés près de chez nous en termes d'organisation et qui ne sont pas révélés, etc. Donc voilà, donc on pense qu'aujourd'hui, les statistiques sortent au fur et à mesure et que voilà, et à tout niveau. Il n'y a pas que le haut niveau qui est touché par ça, jusqu'au plus bas niveau. Effectivement, après sur l'étape de marque, on entend que ces personnes-là, elles sont dans le gymnase. Je ne vois pas pourquoi elles seraient plus que d'autres. L'idée, c'est qu'on tende vers ce que toutes les fonctions de dirigeantes soient, pour éviter, parce que peut-être que cette personne qui fait la table sera responsable de ça un jour, ou prendra l'équipe en charge un jour en encadrement, ou donnera des consignes à des JAJ à un autre moment, à un autre moment, sur un autre week-end, etc. Peut-être. Donc voilà, donc forcément, il sera amené par rapport à tout ça. Mais j'entends que c'est moins sensible. Voilà. Et pourquoi ne pas l'obliger dès la création? Parce que réglementairement, ce n'est pas possible. Voilà. Comme je vous l'ai dit jusqu'avant, c'est qu'en fait, on est sur un projet fédéral et que le projet de loi, il est celui-là. Le contrôle, il se fait que sur les dirigeants associatifs, donc les présidents, secrétaires, trésoriers, les exploitants et tous les éducateurs qui sont sur le banc, donc la personne qui est nommée, etc. La fédération va aller encore plus loin en termes d'organisation, donc ça ne peut pas être limitant par rapport à ça. L'idée, c'est aussi que vous, au moment de la création de licences ou du renouvellement des licences la saison prochaine, vous sensibilisiez les adhérents au fait de cocher le « je suis encadrant ». Qui déclenche le téléchargement de l'attestation d'honorabilité, puisque cette saison, ça a un peu été compliqué, la remise en route, la remise à jour de Gestand. Mais voilà, l'année prochaine, sensibiliser peut-être plus en amont les officiels, les encadrants et les membres de votre bureau pour que ça devienne un automatisme et que, en cliquant « je suis encadrant », eux, de leur côté, il y a l'attestation qui s'ouvre et qu'ils puissent la remplir directement. Oui. L'enjeu, il est vraiment… Pardon, juste, vas-y. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de licence. Oui. Les accompagnants, les gens qui s'occupent de la table, éventuellement, il y a beaucoup de mineurs qui ont une licence ou pas, justement que l'on essaye de motiver pour participer à la vie du club et autres. Mais ces gens-là n'ont pas forcément une licence. Donc, on a systématiquement un tuteur table où les accompagnants n'ont pas de licence, quoi. Donc, le problème de leur mettre une licence dirigeant avec un certificat d'honorabilité, ça va être énorme, quoi. Et puis, ils ne vont pas forcément vouloir non plus payer la licence. C'est ça qui me choque. Ouais, alors, ces personnes-là, elles n'apparaissent pas, puisque comme tu ne les mets pas sur la feuille de match, on ne peut pas les sortir. Normalement, ils devraient être sur la feuille de match. Hein. Mais ils ne sont pas sur la feuille de match, ils ne sont pas licenciés. Donc, ils ne rentrent pas dans ces statistiques. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ils accompagnent les gens ou ils devraient être licenciés normalement. J'entends le problème de coût, etc. Mais à un moment donné, ces personnes-là, ils ont une fonction dans un match. Ils sont responsables de quelque chose. Ils sont responsables des mineurs en plus, comme tu me l'évoques. Donc double enjeu. Du transport, peut-être. Alors voilà, donc ils devraient être licenciés. Mais j'entends, je suis aussi dans les clubs, je sais ce que c'est, etc. Je sais très bien les problématiques. Voilà, moi ce que je souhaite avant tout, c'est que déjà, autre que le débat, c'est que déjà on essaye que déjà toutes ces personnes-là qui ont une licence et qui assurent des fonctions, on arrive à y rentrer dedans. Après, on s'occupera de je sais pas, de la famille du handball ou de la famille autour du handball ou des acteurs autour du handball, qui sont des parents non licenciés, etc. Et déjà, occupons-nous de toutes les personnes qui sont licenciées. Assurons-nous que toutes les personnes qui sont licenciées dans nos clubs, ils ont cette attestation d'honorabilité et ils n'ont pas de casier judiciaire. Puis après, on aura cette volonté peut-être bienveillante d'aller plus loin que ça et on ira peut-être essayer de faire interroger toutes les personnes qui sont autour du handball. Mais déjà, concentrons-nous sur ce qu'on est capable de faire. Hein, Jérémy, mais même sur la partie… Déjà, enfin, si tu veux, moi, je suis président, je suis vice-président du comité 41, je suis président du club de l'ACR, donc ma femme était nounou, donc j'étais obligé de présenter un truc au niveau du casier judiciaire. Donc, comment veux-tu que des gens bénévoles, enfin des gens qui viennent nous aider
ou même qui emmènent des gamins, on leur fasse prendre une licence, entre guillemets, guide dirigeant avec un certificat d'honorabilité, mais je ne me vois pas leur demander, quoi. Non, c'est fou, quoi. J'ai pas dit ça. J'ai dit déjà, occupons-nous de ceux qui sont licenciés à ce jour. Alors, les licenciés, je peux t'assurer qu'on s'en occupe, quoi. Tous les gens qui sont sur la touche. Je ne dis pas que c'est la ou qui sont Romorantin. Je dis juste qu'aujourd'hui. Ah non, mais attends. Mais ça reste extrêmement compliqué, quoi. Donc, c'est tout. On est juste dans un processus. Je sais qu'on va y arriver un jour. Je n'ai pas dit qu'on est arrivé au mois de décembre 2021. C'est un processus long de démarche de tout le monde et qu'on va y arriver progressivement. Et peut-être que l'objectif, c'est 2024. Et au moment des JO à Paris, eh bien, le handball aura réussi ce pari-là, de pouvoir interroger, être sûr que toutes les personnes qui ont des fonctions d'encadrement et de feuilles de match, etc., ont rempli tous leur attestation et on est sûr qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Voilà. Saisissons cette occasion-là, on essaiera d'être bon et voilà. Et puis voilà. Et on verra la prochaine visio si le ratio est descendu. Vous allez voir quand on va vous envoyer on fera un petit suivi et on verra. On va vous envoyer les listings, on va résoudre plein de gens. Il y a des salariés de club, temps plein, qui n'ont pas rempli d'attestation. Donc déjà, eux, ils apparaissent 4 fois par week-end déjà. Donc ça va descendre d'un coup dès que ces personnes-là vont être enlevées. Et des gens, je les connais moi. J'en connais beaucoup, des gens de handball, mais pas tous quand même, pas tous les licenciés, tous les gens qui font les tables. Et j'en connais sur le listing, il y a des gens, il y avait au moins 30% des gens que je connaissais. Donc ça va pas, si on résout ce problème-là, déjà on a résolu une bonne partie. Donc je sais très bien qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait. Voilà, donc Jérémy, en parallèle, il faut absolument que tu mettes tout le travail qui a été fait par tous les bénévoles et tous les clubs amateurs, gros clubs, etc. Et il faut que tu le mettes en parallèle, quoi, parce que je te promets que chez nous, et je suis convaincu sur un maximum de clubs du territoire, que ce soit de la Ligue du Centre, il y a énormément de choses qui ont été faites. Donc, il faut absolument que tu mettes les deux en parallèle. Oui, tout à fait. De toute façon, comme on l'a obligé au départ jusqu'au 31 août, voire jusqu'au 10 septembre, à tous les clubs et à tous les dirigeants de clubs, forcément, on a contraint ces choses-là aussi au départ. Peut-être juste très rapidement, concrètement, comment là, demain, les dirigeants de clubs font pour renvoyer les attestations d'honorabilité aux personnes qu'ils ont, eux, identifiées de leur côté? Comment ils font pour modifier voilà, Ils vont dans les stands. Alors, attends, bougez pas. Si voilà, comme ça, on montre. Oui, vous voyez toujours mon écran? Ouais, on est sur le compte asso là. Mais voilà, concrètement, comment ça se passe pour vous demain là? On va dans Gestand là. Voilà, vous allez dans Gestand, tout à fait. Vous allez sur un individu. Donc là, tu es connecté avec ton compte club. Voilà, je suis vraiment comme vous. Hein. Vous le voyez bien, vous savez très bien d'où le compte jeu. Il faudrait que je trouve un qualifié, un senior. Qu'est-ce que j'ai comme qualifié qui n'est pas arbitre, qui n'est pas fait, qui est de... C'est un tri par état qualifié. Attends, oui. Je vais mettre. Très bien, senior garçon. Voilà. Voilà, donc vous remplissez sur la licence. Vous allez chercher la licence, donc on vous envoie les listings. Et là, vous voyez apparaît 2 boutons. D'habitude, vous n'aviez que le bouton bleu qui vous permettait d'envoyer le formulaire de licence à la personne. Cette personne est bien qualifiée. Hein. Donc, elle est qualifiée au 21 août 2021. Donc, c'est quelqu'un qui est qualifié, mais qui n'a pas rempli son attestation d'honorabilité, qui est juste qualifié ici dans sa demande de validation. Il n'y a pas le bouton ici, demande de validation de l'attestation d'honorabilité. Donc, ici, vous pourrez appuyer sur le bouton ici, et donc, ça va lui envoyer le fameux document, lien avec le mail qui leur permet de cliquer sur le lien et de remplir uniquement, mettre la mention encadrant et de remplir uniquement l'attestation d'honorabilité et uniquement cette partie-là, autre que sa licence, son certificat, etc. Donc, pour chaque licence que vous avez, vous pouvez leur remettre et cliquer sur ce bouton-là, peut-être leur envoyer un petit mail complémentaire ou un petit SMS à côté pour leur dire « je vous ai envoyé ça, ça serait bien que vous la remplissiez ». Et ensuite, dans votre almanach, alors je ne vais pas en avoir ici, mais peut-être qu'il y en a une, j'en sais rien. 4 licences à valider, non. Non, j'en ai pas. Attestation, si tu en as en bas de licence en attente de validation de l'attestation. Oui. Voilà, c'est bien fait. Ici, vous voyez, j'ai 2 licences qualifiées et j'ai fait demander à 2 personnes du club, donc c'est 2 seniors et une licence blanche, de remplir l'attestation d'honorabilité. Donc, cette personne est qualifiée depuis le 1er juillet 2021, vous voyez, mais elle n'avait pas rempli son attestation d'honorabilité. On lui a demandé de la remplir. Donc, normalement, vous voyez, il l'a même rempli.
Alors, voilà, elle apparaît là. Donc là, vous pouvez la vérifier ici. Ça apparaît en plus dans les pièces. Vous allez la vérifier si vous voulez, etc. Si elle est bien faite. Et ensuite, vous allez en bas ici et vous voyez, votre menu demande de licence validée a bien déjà été fait. C'est-à-dire que votre licence, elle est qualifiée. C'est une autre étape. Et vous pouvez demander à faire valider l'attestation d'honorabilité, de bien choisir la notion. Alors, c'est un éducateur sportif bénévole, lui. Voilà. Et je fais la demande validée. Hop. Elle remonte après chez nous. Ah. Et c'est bon, ça passe. Après, elle remonte au niveau de la ligue et nous, on qualifie au niveau de la ligue l'attestation aussi pour valider le dossier. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est bon. Et normalement, nous, on a une alerte de l'autre côté, parce que je peux même vous montrer de l'autre côté si vous voulez. Si on va voir de l'autre côté, normalement, les comptes d'accès, hop là, je vais le chercher. Normalement, nous, elle apparaît ici, j'espère, parce que comme il y a eu un petit rafraîchissement, l'allant de Mathieu, il apparaît là. Le H, il est passé en bleu, il n'est plus en orange. Voilà. Donc là, le H apparaît. Donc là, ça permet, nous, de dire. Donc vous voyez, on a le même document que tout à l'heure. Vous voyez qu'apparaît le oui et éducateur sportif bénévole, mais que la date de qualification n'a pas changé, elle est toujours du 1er juillet 20. Et nous, on a apparaît ici cette chose-là qui nous permet ici de mettre oui et de valider son attestation d'honorabilité. Et apparaîtra, je vais le mettre tout de suite. Ça sera fait. Et comme ça, vous verrez bien la chose. Et en bas, vous avez bien les deux dates qui sont différentes. Le 1er juillet 2021, qui est sa date de qualif qui correspond à la sportive et donc un joueur, etc. Et l'attestation d'honorabilité qui est qualifiée au 9 novembre 2021. Donc, c'est bien deux étapes différentes, bien séparées. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez faire a posteriori. C'est-à-dire que vous pouvez qualifier toutes vos licences, etc. Et très vite, par la suite, régénérer ces problèmes-là. Pas de problème. Voilà. Et donc, nous, derrière, on peut qualifier, etc. C'est deux étapes différentes. Jérémy, à quel moment on a le retour final de la validation? Parce que là, toi, tu viens de la valider, alors, mais regarde, que tu n'es pas... Je vais te montrer. Je vais te montrer parce que je l'ai dans ma boîte mail maintenant. Dans 54 18 024, et regarde ce qui apparaît ici. Qualification de l'attestation d'honorabilité. Vous recevez le même mail. Oui, ça c'est ce que toi tu viens de faire. Ouais. Mais toi, il semblerait, enfin, à moins que tu aies des connaissances particulières à la DCRI, mais il semblerait que tu n'aies pas accès au casier judiciaire des personnes. Donc, à quel la fin de cet objectif, de cette action, c'est bien de qualifier que toutes les personnes n'ont pas. Donc, à quel moment on a confirmation? Et donc, on peut s'assurer, on peut décider ou pas de garder la personne en position d'encadrant ou quoi que ce soit, ouais. Qu'il n'est pas malheureusement sujet à une condamnation ou quoi que ce soit qui l'empêcherait d'exercer ses fonctions. Mais je n'en perds jamais. Alors après, pour qu'il y ait une interrogation du fichier, il faut la mettre dans l'onglet organe. C'est-à-dire dans mon club ici, dans encadrant ici, il faut que je le rajoute. C'est ces personnes-là qu'on interroge, nous. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas toutes les personnes. On n'interroge que les personnes dont vous avez envie de les mettre. Donc ici, il faut rajouter les membres que vous souhaitez dans l'encadrement. Donc, je ne sais pas. À Lalande Mathieu, il était déjà. Pas de chance. Il est là. Il apparaît là. Non, il n'est pas dedans. Lalande. Si, il est Lalande Mathieu. Je l'ai rajouté. Donc voilà. Donc, il faut les rentrer là. Et ensuite, c'est la fédération qui le gère en termes de choses. Mais il n'y a pas de retour à ce jour en termes de trucs. Ça, j'ai posé la question ce jour parce que comme le processus est pour tout le monde aussi en route, c'est quand est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font tous les 15 jours, ils envoient le fichier, ils ont un retour eux? Est-ce que c'est tous les mois, etc. Ça, je n'ai pas la réponse et je vous la donnerai progressivement en termes de choses pour savoir comment on arrive à savoir, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, c'est la fédération en cas de contrôle qui contactera directement les clubs, etc. Nous, on n'a pas de lien par rapport à ça, s'il y a un casier judiciaire. Cela me semble normal. Il est donc vis-à-vis d'un club, si des gens ont décidé ou ont fait des choses par la suite, que l'on ne puisse pas consulter, je dirais, le casier judiciaire des gens, ça me semble normal. Non, on n'est pas habilité pour. Quoi. Non, c'est le service juridique de la fédération qui va après prendre en charge. Justement, donc que les personnes d'un point de vue licencié puissent se déclarer et faire leur certificat d'honorabilité, mais derrière, même nous, moi-même en tant que président de club, je ne me vois pas aller vérifier l'honorabilité d'une personne. S'il est là, qui s'est licencié, etc., oui, mais j'estime en tant que confiance qu'il est clean. Oui, Yves, ce que voulait dire la personne, c'est la personne qui a posé la question, c'était de se dire à un moment donné, quand est-ce que je sais à J+5, J+10, J+15, quand j'ai notifié la personne, si je suis sûr que le casier judiciaire a été interrogé
et que je n'ai pas de problème sur la chose et que je sais que ça a été interrogé, que je n'ai pas de retour, donc ça veut dire que c'est bon. C'est juste en termes de retour et de feedback. Parce que si aujourd'hui, le casier judiciaire il est vérifié qu'une fois par mois et que je le saisis au 2 novembre, je sais que ça va être interrogé qu'au 30 novembre. Donc, pendant la période du 2 au 30 novembre, je suis que sur du déclaratif. Par contre, je sais que le 1er décembre, je sais que c'est bon. Voilà, c'est ça que la personne voulait. Enfin, je ne sais pas qui a posé la question, mais voulait répondre. C'est moi, Jérémy, c'est Philippe Brancourt. Alors, je vais jusqu'au bout de la démarche. Si on va jusqu'au bout de la démarche, parce que moi, je suis très content que notre fédération s'empare du sujet, parce que je pense qu'on l'a tous vu, c'est une catastrophe d'une façon générale dans toutes les sphères. Mais imaginons, parce que évidemment, comme tu l'as dit, ça arrive à n'importe où. Imaginons demain qu'on fasse toute la démarche et qu'il y ait un trou dans la raquette et qu'à aucun moment on ait une vision claire de ça a été validé à tel moment. Moi, pendant tout ce temps-là, je peux de façon pas bienveillante, mais en tout cas de façon très naïve, penser qu'il n'y a pas de problème. Or, à un moment donné, c'est ma responsabilité qui va être mise en cause. Oui. Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais bien avoir une réponse officielle de la Fédération française de handball sur quel est le rythme et pourquoi il n'y a pas de date de validation de la fin de ce processus. Je pose la question et je reviens vers vous. Ça fait partie des parce que si on n'a pas ça, je ne vois pas pourquoi on commence. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller au début, quoi. Et en plus de vouloir faire le bon élève en ayant encore plus que ce qui est demandé par la loi. Parce que vous avez le droit tous de rouler à 50 km/h quand c'est limité à 130, mais je ne suis pas certain qu'on ait intérêt à faire ça, quoi. Mais bon, là on n'est pas questionné sur les sujets, donc la fédération veut faire mieux, tant mieux. Mais quand même, là, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche et dire quand on met en place quelque chose, déjà, je trouve que c'est vraiment pas fluide, hein, le système. Et notamment le fait qu'à partir du moment où tu fais ajouter la demander la subvention, l'attestation, pourquoi automatiquement en dessous la case n'apparaît pas dans Gestand, toi. Juste ça, un détail. Alors, en train de s'améliorer, parce qu'il y a les petits H qui apparaissent. Voilà. Ça date d'aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est très bien. Et derrière, dire, moi, en tant que responsable, je me dis, une fois que j'ai fait la demande, je vérifie 15 jours, 3 semaines après, en fonction de la règle. Et dans ce laps de temps-là, je fais peut-être attention, quoi. Tu vois, Puis quand ça passe au maire, c'est bon. Je me souviens ce que nous avait raconté Daniel Villain sur les profils des prédateurs sexuels. Et évidemment, autour de nous, on a tous l'impression que les gens ils sont super sympas. Voilà. Mais voilà. On est bien d'accord. Je reviendrai vers vous là-dessus. Mais je trouve que c'est très bien. Enfin, encore une fois, Jérémy, moi j'adhère à fond au système. J'ai 5 enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... Et on est tous d'accord que le système manque de fluidité, qu'il serait beaucoup plus simple que quand on choisit la fonction dirigeante, là en dessous de l'attestation, ça l'envoie directement dans l'organe et qu'il n'y ait pas besoin de mettre une double saisie. Voilà, on est tous d'accord. Mais c'est le logiciel Gestand qui n'était pas fait pour ça au départ et qui est adapté au fur et à mesure et avec toutes ses complexités. Je ne suis pas informaticien, donc je ne sais pas. Dernier point très rapide, simplement pour vous donner quelques éléments. Alors, je vais remettre en... Très rapide, moi, je n'ai pas commencé ça, donc je n'ai rien compris. Je n'étais pas là à la dernière réunion pour les passeports, la saisie des passeports. Là, c'est... Il faudra qu'on se voit alors, comment ça s'appelle, parce que je ne vais pas... Juste vous dire que c'est jusqu'au 30 novembre, donc il va falloir qu'on très vite qu'on réagisse pour l'élan germinois. Vous avez eu 2 vagues, une première vague qui a été clôturée à la mi-octobre, auquel vous avez pu envoyer les choses. Donc, je ne sais pas si vous avez l'idée aussi, c'est que il faut transmettre à la fin. C'est-à-dire, c'est comme une demande de subvention. Une fois que vous avez saisi tous vos bénéficiaires, il faut aller au bout de la subvention et cliquer l'ensemble des éléments et transmettre pour paiement par rapport à ça. Mais on va dans quoi pour saisir ça C'est une subvention dans le passeport. Dans ton compte asso, c'est dans ton compte asso. D'accord. Le problème, c'est que... Donc, ça veut dire que tous les clubs, d'ailleurs, s'ils n'ont pas leur compte asso, ils ne peuvent pas le faire déjà. Donc, il va falloir qu'ils créent tout ça. Il faut qu'ils créent leur numéro de SIRET, etc. Donc, il faut se dépêcher, effectivement, pour le 30 novembre. Moi, le problème, il n'est pas là. Il faut juste que je récupère, parce que l'ordinateur, moi, je ne l'ai plus. C'est ma secrétaire, et puis elle habite Issoudun.
Donc, il faut que je le récupère, puis je viendrai au comité du share avec toutes les pièces Voilà. nécessaires. Et on verra ça. On verra ça. Exactement. Ça, c'est un cas particulier. Oui, oui. Donc, Non, mais effectivement, on avait expliqué la dernière fois. Michael, ce matin, il m'a appelé, il m'a dit qu'il prendrait rendez-vous et puis qu'il me donnerait un coup de main à faire ça. J'en ai que 4. Donc, simplement, nous, c'était vous alerter que c'est une subvention et que même quand vous avez rempli vos bénéficiaires, il faut aller au bout de la démarche et qu'il faudra le faire avant le 30 novembre. Vous rappelez aussi que ce n'est pas lié à la temporalité. C'est-à-dire que si vous avez reçu des demandes de passe sport, je ne sais pas, au 10 octobre, des gens qui vont donner le courrier, vous avez le droit de les enregistrer sur la deuxième vague. Ce n'est pas lié à l'arrivée du document que vous avez eu dans le club. Donc, vous aurez pu saisir toutes les choses sur la deuxième partie. L'avantage que ça avait, c'est qu'il y aura 2 phases de paiement et que sans doute la première phase de paiement sera traitée en amont de la deuxième, puisque la deuxième devrait être traitée qu'en janvier. Donc, l'idée, c'était qu'il y ait un traitement au mois de décembre sur un premier versement au club, novembre-décembre, et qu'il y ait un deuxième versement autour de janvier-février. Voilà pourquoi il y avait 2 vagues en termes de choses. Donc, bien pensé, je ne sais pas si pour tous ceux qui maîtrisent Contasso ou pas, mais c'est quand vous êtes dans votre Contasso, j'ai été tout à l'heure accéder à votre compte, si genre, hop, que. On avait fait un tuto au moment de l'ANS. Je pourrais le rajouter dans les documents à télécharger pour ceux qui ont besoin sur la création du compte asso et les différentes démarches, si vous voulez. Je ne sais pas lesquelles là. Oh, je ne suis pas sur le bon. Voir les demandes de subvention. Je suis sur les bonnes. Ah non. Donc, 2021. Voilà, en cours de saisie. Quand vous êtes ici, parce je sais qu'il y a des clubs qui n'ont pas été jusqu'au bout, donc je ne connais pas les noms, etc. Simplement, quand vous avez écrit ici tous les différents noms, etc., il faut que vous alliez sur suivant. Donc, avant le 30 novembre, à la fin de la que vous cliquiez ici toutes les choses, que voilà, vous avez inférieur à 500 000 euros, que vous demandez une subvention de temps. C'est bon, ça correspond au X fois 50 euros que vous avez demandé. Que subvention, mettiez le nom de la ville. Et ensuite, vous allez avoir le bouton transmettre ici en bas qui va apparaître. Vous enregistrez, vous passez, vous validez. Donc voilà. Donc, allez bien jusqu'au bout avant, juste à la date du 29-30 novembre, pour valider votre demande de subvention et pour que ça soit mis en paiement en termes de choses. Et donc après, ça arrive en cours de saisie, vous recevez un mail, etc. N'oubliez pas cette démarche parce que ça pourrait vous poser problème. Donc autour du 29-30, une fois que vous avez tout saisi, avant le 30 novembre, pensez à saisir ça et à finir ça. Sinon, pour info, on a eu les chiffres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà le nombre de clubs qui ont bénéficié du dispositif à ce jour, donc voilà, par département. Alors, je n'ai pas listé le nombre de clubs, les noms des clubs aujourd'hui. Et voilà, on va le plus haut club aujourd'hui a bénéficié de presque 100 passe sport, un club, jusqu'au dernier qui n'a posé qu'un bénéficiaire. Voilà. Donc aujourd'hui, la répartition est un peu différente, mais c'est normal, on fonction du nombre de clubs. Voilà. Ça vous donne un peu une idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en région Centre-Val de Loire, 67 clubs ont mobilisé le dispositif à ce jour et ont saisi des bénéficiaires dans Contasso, donc il en reste un certain nombre qui ne l'ont pas fait, et ça a permis à 1129 jeunes de bénéficier d'une aide de 50 euros dans le cadre de leur club. Voilà, c'est toujours ça aujourd'hui en termes d'organisation par rapport à ça. Donc vous avez bien, pour la plupart, saisi les choses, organisées, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont répondu à cette chose-là. Voilà, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas avant le 30 novembre de finaliser tout ça pour pouvoir percevoir la somme en termes de choses et pas vous faire avoir, parce qu'on est sur un dispositif d'État. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de négociation possible. Donc, n'oubliez pas. Ben voilà, je crois qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, n'oubliez pas qu'on se retrouve pour certains en fonction, ça sur ce qui avait été évoqué en début c'est qu'on fera une thématique autour de la formation de dirigeants, autour des financements, des subventions. Alors, pas de rendez-vous des dirigeants qui sont assez descendants, mais un truc autour du projet, etc., qui vous permettra de développer des compétences. Donc, c'est très spécifique. Là, il y a certains dirigeants qui viennent en fonction, parce qu'ils en ont besoin à un certain moment donné en termes de formation continue des dirigeants. On a fait un premier module au mois d'octobre autour du projet associatif et on en mettra un autre au mois de décembre sur une autre thématique autour de cela, en fonction de la temporalité des choses. Si je peux intervenir. Oui. C'est autorisé. Donc, c'était vraiment super. Merci. Donc, le 18 octobre, c'était vraiment génial pour tous les clubs qui ont potentiellement une envie de réaliser un projet. Franchement, c'était génial. Et si vous pouvez récupérer toutes les informations de cette date, et là, donc, je vais dire à Camille, éventuellement, de renvoyer les liens pour cette réunion qui a eu lieu le 18 octobre, c'était vraiment génial. Donc, j'encourage tous les gens à regarder la vidéo en replay.
Merci, je transmettrai à David et à Olivier. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, parce que ça fait déjà 1h20, grosse heure et quart qu'on est ensemble. Alors, on essaie d'être sur des formats les plus courts possibles, parce que la reprise a repris et que vous avez beaucoup de choses à faire dans vos clubs. On reste bien sûr à votre disposition de manière régulière par mail ou par téléphone. Et puis on se retrouvera, je pense, on verra autour de début janvier, en fonction de l'actualité, et des choses à vous faire passer en termes de messages par rapport à tout ça. Et on aura déjà vécu une bonne partie de la saison. Je vous souhaite une bonne reprise dans vos championnats dès le week-end qui arrive. Et puis bonsoir à tous. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.